Encore un sujet sur les tiers-lieux? Encore une tentative d'investigation de ces laboratoires du monde de demain? Bruno Casanova, un journaliste qui n'a jamais percé, finit par oser. Il enquête. Il enquête avec son nouveau camarade Théophile Darmon, ancien supply chain manager licencié pour raisons économiques. Les tiers-lieux. Pourquoi ce phénomène fascine? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Le tiers-lieu, symptôme d'une société en mutation. Les deux reporters, pas très habiles, interrogent. Le travail, l'utilité publique, l'engagement, le rôle sociétal, l'esthétique et l'ouverture à travers ces espaces, dit-on, des possibles. Une aventure pleine de rencontres, évidemment, d'expériences, évidemment, et d'analyses pas toujours pertinentes, évidemment. Un périple de lieu en lieu, l'Arête, la Fraternelle, la Tribu, la Californie, la Boxe et Univerco, un périple pour tenter de comprendre, trouver des réponses. 3 petits points. Tiers-lieu, une quête de sens, pour de vrai. Un podcast du réseau régional des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. Ah, t'écoutes ça, toi? Bah oui, pourquoi? C'est une chanson révolutionnaire, ça m'étonne un petit peu que t'écoutes ça, tiens. Bah je vois pas le rapport, c'est dans la BO de la Casa des Papel. Mais t'as écouté les paroles? T'es pour ou t'es contre? Mais je sais pas, moi je m'en fous des paroles, et puis je parle pas italien d'abord. Non mais les trucs révolutionnaires, en fait, tu t'en fous, tout va bien, t'es dans le système, t'es dans le moule, tout va très bien. Bah excuse-moi, mais si être réaliste, pragmatique et constructif, c'est être dans le système, alors oui, peut-être que oui. Mais au moins, moi je suis pas Bruno Casanova, je suis pas rêveur, idéaliste et improductif. N'importe quoi. Donc en fait, y a pas l'entre-deux avec toi. Bah non, il y a ceux qui bossent et puis il y a les autres. Moi je les ai vus, les stagiaires idéalistes, quand j'étais supply chain manager. Bah ils sont pas allés bien loin, hein. C'est quand même incroyable que tu tiennes encore ce genre de propos, surtout après notre voyage. Mais je crois qu'il y a encore 2 semaines... Ah oui, je t'ai vu acheter, je me souviens, un livre sur les tiers-lieux. C'était quoi déjà? Ah oui, l'alternative par l'utopie, c'est bien ça? Non, mais c'était pour ma sœur. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est bien que tu t'intéresses. C'est très bien que tu t'intéresses, Théophile. Comme quoi, le fait d'avoir interrogé le rôle sociétal des tiers-lieux, bah, ça t'aura servi. Je suis fier de toi, c'est très bien. Il y a du matériel qui vient d'établissements scolaires, notamment. Ok. La récupération de matériel pédagogique et scolaire. Comment ça s'appelle, ça, déjà? C'est un oscilloscope. Celui-là, c'est un oscilloscope, générateur de fonctions, oscilloscope numérique. Ok. Celui-là, il est juste pour décorer, parce qu'on ne va pas l'utiliser, mais... C'est vrai qu'il est pas mal. J'aime bien les boutons. Ouais, j'aime bien le Schwimberger. Et Faire tiers-lieu, c'est du contre-pouvoir. Théophile le craint et il s'en agace. Bruno en est sûr, il s'en réjouit. Il rêve du grand soir. Direction Semur en Auxois, en Côte d'Or. Fab Lab, atelier de réparation de vélos, animation autour de jeux de société. Et la liste s'agrandit en fonction des envies. La dynamique porte le nom de la Boxe. Un élan alternatif, un moyen de faire autrement, la fameuse 3e voie. quand on nous avait demandé, mais c'est pour faire quoi, votre tiers-lieu, tout ça, on a dit c'est pour prendre le contrôle du monde. Et du coup, en partant de Semur en Auxois, on a l'effet de surprise. Mais c'était tout à fait humoristique. Hein. On ne pense pas qu'il y aura une révolution qui pourrait partir de ce genre de lieu. C'est juste un constat qui est fait. Aujourd'hui, les gens ne se parlent plus vraiment. Et nous, on pense que c'est aussi parce que les gens ne se connaissent pas bien les uns les autres. C'est une sorte de réseau social physique qui amène à confronter ces idées avec des personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude et qui, du coup, amène un peu plus d'ouverture d'esprit, un petit peu plus de tolérance. Est-ce que vous connaissez le tiers-lieu La Boxe? La Boxe. Non, parce que je cherche où c'est. C'est un tiers-lieu, un Fab Lab, tout ça. Enfin, un tiers-lieu où ils font réparation de vélos, ils font des choses comme ça. Vous ne savez pas où c'est? À Semur. À Semur, hein. On m'a dit que c'était rue de Vigne, je crois. D'accord, ok. Vous voyez, du coup, la rue de Vigne, c'est par... Ouais, alors, là, je vais vous montrer après. Ok. Oui. Là, en fait, vous tournez à gauche, là. Ok. En hauteur de la pharmacie, Ouais, vous très tournez, bien. vous descendez complètement en bas. Ok. Hein, en bas, vous allez à droite, Ouais. c'est la rue de Vigne. Ok, Ça, très c'est bien. toute la rue de Vigne. Ok. Donc, vous remontez un peu la rue de Vigne, je pense Ouais. que vous allez trouver le truc Ok, de vélo super. qui doit être sur une place à droite. Ok. Et du coup, on le voit bien sur... C'est un Bon. petit truc, hein, donc... Ok, très bien. Ça doit Parfait. être sur la place à droite, derrière le Super. parking, je pense. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Donc je suis arrivé à Semur en Auxois, quasiment à côté de Labo.
Mais ne serait-ce pas Bruno? Ton kawaii est magnifique, Bruno. Oui, mais oh putain, merde, moi aussi je le mets. Je déteste être mouillé comme ça. C'est affreux. J'ai quand même galéré, j'ai quand même réussi à me paumer. Nicolas Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes porteur de projet de Labox. Est-ce que l'essence d'un tiers-lieu, ce n'est pas justement de proposer une alternative, donc être un peu dans une posture de contre-pouvoir? Alors, l'alternative, oui et non, plutôt des solutions que des alternatives, d'autres, de nouvelles solutions. Le tiers-lieu, pour moi, c'est un endroit où on fait de l'innovation sociale. On cherche des nouvelles relations sociales au travers d'activités qu'on propose. Que ça soit réparer ses objets plutôt que de les jeter, que ça soit de fabriquer soi-même quelque chose qu'on a envie d'avoir plutôt que de l'acheter, de le consommer, que ça soit de fabriquer ou de réparer soi-même son vélo ou carrément de le fabriquer de A à Z. C'est des choses qui sont rendues possibles par ce qu'on fait nous. On a des échanges qui sont devenus très difficiles dans notre société. On est soit pour, soit contre, mais on n'arrive pas à dialoguer facilement ensemble. Donc se rencontrer des gens et se parler dans un espace comme ici où effectivement on peut avoir une idéologie ou une autre, mais on se retrouve à échanger avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude d'échanger. On peut rencontrer ici un ingénieur, un paysan, quelqu'un simplement qui est curieux et qui s'ennuie, une personne âgée et tout ça. Et on ne changera pas le monde, mais en tout cas, si ça peut aider, c'est déjà bien. J'ai les possibilités, j'ai la charte des Fab Labs, mais j'ai pas la liste. Charte des Fab Labs. C'est la charte des Fab Labs de France ou c'est la charte des Fab Labs au titre du du monde monde entier? IT, ça. Ah ouais. Ok. Ah, du coup, ça te parle, c'est américain, quoi. Moi j'aime bien ça, ouais. Carrément. Voilà. Les Fab Labs sont un réseau mondial de labs locaux qui dopent l'inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. C'est très bien dit. Ça vaut le coup de l'afficher. Une citation de Jacques Brel aussi, mais ça c'est... C'est quoi les citations? C'est pour Lavoisier. C'était pour illustrer, ça c'était le petit dossier que j'avais fait pour créer le lieu au départ. Et en montrant où est-ce qu'il y avait d'autres Fab Labs sur la carte, c'est un petit peu effacé avec le soleil, et puis mettre quelques citations, effectivement, comme le talent ça n'existe pas, le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Ouais, effectivement, une citation de Jacques Brel. Et puis rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme de Lavoisier. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans un Fab Lab parce que des fois, on rentre avec une cafetière, on sort avec des pièces détachées. On sort avec une voiture. Et des fois, l'inverse, on rentre avec des pièces détachées, on sort avec une cafetière. Ça, c'est beaucoup mieux. Ah oui, en fait, MacGyver, il a forcément été dans un Fab Lab américain à un moment donné. C'est sûr. MacGyver, c'était un Fab Lab à lui tout seul. Ça marche pas ce qu'il faisait. Alors, est-ce que le tiers-lieu n'existe pas parce qu'il y a une perte justement de vitesse des structures de contre-pouvoir, comme les syndicats, les corps intermédiaires, les partis politiques? On assiste dans l'associatif à un désengagement assez important. On a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles dans toutes les structures associatives, tous un petit peu auto-centrés. Ça, c'est amené aussi beaucoup par, à mon sens, la société de consommation qui veut nous vendre des choses. Nous, effectivement, on amène des éclairages, des réflexions un peu différentes sur ces sujets-là. Maintenant, on ne dit pas à tous les gens arrêtez de consommer et sortez du système de consommation. On dit juste que pour ceux qui veulent, il y a des possibilités. Et ça peut se passer ici, mais ça peut aussi se passer ailleurs. Maintenant, nous, on a justement choisi ce label de tiers-lieu du faire ensemble pour bien marquer que nous, c'est le lien social qui prévaut sur ce qu'on fait. Nos activités, c'est des prétextes pour faire des choses avec les gens, plus qu'une finalité. Mais justement, est-ce que de faire ensemble, c'est pas une posture politique, c'est pas aussi un peu faire contre la marche du pouvoir? Oui, si finalement faire du lien, faire ensemble, l'éducation populaire et toutes ces choses-là participent à faire une meilleure société, on pourrait dire que c'est de la politique, mais sans programme et sans parti. Est-ce que le tiers-lieu, c'est un espace où s'invente la lutte? La lutte au sens politique et social? Non. On fait très attention justement pour rester dans la tolérance de chacun, de ne pas évoquer des idées politiques, de ne pas parler de religion, d'éviter la ségrégation de genre ou des choses comme ça. Et on essaie de rester justement sur des échanges courtois et de ne pas aller justement vers des échanges qui tournent à l'affrontement d'idées ou d'opposition d'idées ou des choses comme ça, mais plutôt d'échanger sur ce qui nous réunit plutôt que sur ce qui nous divise. C'est plutôt un lieu de paix sociale, on va dire.
du coup? De tolérance. De tolérance. De tolérance et tolérance d'échange et de partage. Moi, je comprends pas pourquoi Nicolas Belin dit que la boxe, c'est pas un espace politique. Ça l'est complètement. Dans leur façon de faire, ils luttent contre un peu la société de consommation, ils retissent du lien. Ça, c'est complètement une posture politique. Ah, mais ça, c'est ton côté de gauche là qui pense que tout est politique. Mais là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut distinguer l'objet du tiers-lieu qui est un objet politique et la posture du collectif qui se veut au contraire pas politique et pas politisé. Faut pas toujours mettre tout à la sauce politique, Bruno. Qu'est-ce que c'est comme matériel que vous essayez de réparer là ? Un transformateur. Un transformateur, c'est-à-dire ? Ah d'accord, ok. Et moi, je pensais que dans un café réparation, c'était les gens qui faisaient eux-mêmes. Vous sauriez faire ça, vous ? Ah bah, une fois qu'on m'a montré. Vous êtes venu réparer quelque chose, madame ? Oui. C'est quoi ? Une chaîne, il y a un CD qui est coincé dedans, à l'intérieur. Ah. Est-ce que c'est un CD de Mylène Farmer ? Non, je crois pas. Vous savez pas ce que c'est comme CD ? À moi, c'est à mon fils, alors. Ah oui, donc peut-être pas Mylène Farmer, du coup. Je pense pas. Est-ce que pour vous deux, c'est un acte politique de venir dans des endroits comme Labo ? Politique, je pense pas. Il s'agit vraiment d'apprendre ensemble, de partager un moment, et il n'est pas question de politique de gauche, de droite, de centre, parti de gauche, parti de droite, il n'est pas question de ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, on fait fi de nos différences et au contraire, c'est plus une richesse qu'autre chose. Chacun vient comme il est, c'est très bien. Moi, l'acte, c'est surtout de pouvoir faire des choses, en fait. Et faire des choses, c'est quelque chose que je dis souvent. Si t'aimes les timbres, tu vas dans un club de philatélie. Si t'aimes les voitures, tu vas dans un club automobile. Et si t'aimes la technique, le numérique, l'électronique et tout ce qui va autour, tu vas dans un Fab Lab, quoi. Là, pour moi, effectivement, le lieu du Fab Lab, la boxe, se distingue dans le sens où c'est vrai qu'on contrecarre un peu cet effet individualiste qu'a le système économique sur nous, on va dire. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est intéressant, c'est une alternative très intéressante. Ah Manu, salut. Écoute, là j'avance du coup, comme je te dis, je suis à Semur-en-Auxois. C'est pas mal du tout. Je crois même que c'est un vrai tiers-lieu. C'est vraiment un lieu où le collectif est au centre. Je crois que je vais vraiment produire un podcast. Donc du coup, c'est cool que tu appelles, parce que là, c'est ça l'idée, quoi. Je vais produire un podcast. Comment ça, tu veux pas De quoi ? Comment ? Ça durera... franchement, là, à mon avis, avec tout le contenu que j'ai, ça durera au moins 5 heures. Hein ? 15 minutes ? 15 minutes, mais j'ai plein de... C'est pas possible, en fait, avec autant de contenu, là. Puis si je veux vraiment tenir un truc, c'est plus de 15 minutes. Hein. Non, mais là... Bon, du coup, et pour les défraiements et le tarif, du coup... Manu ? Allô ? Et en poule. Ça va aller comme ça, c'est sûr ? Merci beaucoup. Bonjour. 9. Alors 9 pour déco, papeterie. Déco, papeterie et puis cartes et compagnie. C'est ça ? 9. Et voici votre Merci. Le tiers-lieu est peut-être un espace de contre-pouvoir, un espace des possibles, un endroit où on construit l'utopie. Bruno et Théophile posent les questions qui fâchent à la Californie. Un groupement d'associations et de dynamiques autour du réemploi, une recyclerie, du design, des colis alimentaires, un atelier de vélo et tout ce qui fait et fera collectif. En fait, une des valeurs du site, c'est de permettre aux gens de mieux subvenir à leurs besoins ou de répondre à leurs besoins ou d'être
mesure de faire par soi-même. Donc par exemple, les ateliers d'autoréparation, on est là-dedans. C'est d'aider les gens à faire par eux-mêmes. Enfin, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens de retrouver des compétences, des savoirs, ou leur proposer d'en acquérir d'autres s'ils le souhaitent, s'ils en ont envie. Enfin, c'est de peut-être leur faire ouvrir aussi la possibilité de faire tout ça. En ce sens-là, c'est peut-être un contre-pouvoir, en ce sens où on n'est pas dans un truc de descendant qui va dire « Venez, on va vous montrer et on va vous apprendre ce qu'il faut faire pour que vous soyez plus épanouis, pour sauver la planète ou machin ». C'est pas l'idée, c'est de dire « On est un lieu où il y a des gens qui savent des trucs ». D'ailleurs, peut-être aussi vous savez des trucs, donc si jamais, venez raconter des trucs à d'autres gens qui savent des trucs. Parce que finalement, tout ça, ça va faire qu'on s'apprend beaucoup de choses. Et donc ça, c'est l'endroit qui va être l'espace un peu tampon quand les gens amènent des choses ou quand ils reviennent à la déchetterie pour les stocker en attendant de les traiter et les remettre en rayon. Donc ça, on connaît. Donc le bâtiment Bonjour Cascade. Ouais. Vous pourrez demander à Juliette, elle vous dira tout. Parfait. Ah, il y a un bar. Ah, là, ça, je savais que ça te parlerait, ça. Moi, j'aime bien les bars. Et comme on est à la Californie, c'est le bar de l'Eldorado. Ah. Attends, en fait, non, je comprends pas le... Ah si, ok, Tu je lui l'ai. expliqueras ? Ouais, je l'ai. Ouais, C'est bon. Camille Massé, coordinatrice de la fabrique de territoire Puisay-Forterre, dont fait partie la Californie. On s'interroge maintenant sur la question du contre-pouvoir. Alors, s'il y a un contre-pouvoir, il y a utopie. Est-ce que vous bâtissez une utopie de nouveaux imaginaires ? La Californie, l'espace des possibles, point d'interrogation. Ce que j'ai aimé en arrivant sur le site, je suis originaire d'ici, je suis revenue d'un grand voyage à vélo, je me suis dit, j'ai envie de garder un lien avec mon vélo. Qui est-ce qui, dans le coin, en Puisay-Forterre, sait faire des réparations de vélo, a envie de passer du temps à ça ou quoi ? Et j'écris à la Californie, parce qu'on me dit, tiens, il y a une recyclerie qui est ouverte là-bas. J'écris, et on me dit, incroyable, il y a quelqu'un qui nous a écrit la même chose. Camille, on te présente Laurent te présente Camille, vous avez carte blanche, on vous file un garage, 2000 balles, vous faites ce que vous voulez. Paf, et on ouvrait l'atelier vélo. C'est ça, cet espace des possibles, je trouve. C'est en fait un endroit, on a une idée, on a une envie, on passe faire un tour, on questionne, et pouf, les choses se mettent en place, on est accueillis, on met en place des choses qui nous permettent de faire les projets qu'on aurait peut-être eu en tête de faire un jour, mais que il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a des gens qui sont là, qui vont t'aider, qui vont te mettre en lien avec d'autres, qui vont te donner des équipements, te mettre à disposition des choses, te soutenir, et puis t'accompagner au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'il y a besoin. Il y a tout plein de choses qui se mettent à disposition pour que le projet se mette en place. Bon, Camille Massé, parlons sérieusement, franchement. Est-ce qu'on a le temps pour l'utopie quand on voit tout ce qui se passe tous les jours dans le monde et tous les problèmes à régler tout de suite, maintenant ? C'est maintenant et tout de suite qu'ils sont en train de se régler sur le site de la Californie. Donc, on est en plein dans le faire, justement. C'est bien de ne pas faire des réflexions et de créer l'utopie en l'air pendant des heures et des jours entiers à se dire, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est dire, en fait, on va faire. Et donc, comment on fait pour faire ? Ouais. Allez, là, ça se regarde, là. 200 mètres. Allez, c'est parti avec Peyo Bilbao qui lance son sprint à 200 mètres de l'arrivée. Peyo Bilbao, ça fait 5 ans qu'un Espagnol n'a pas gagné sur le Tour de France depuis Omar Fraile à Mende en 2018. Bilbao était bien le plus fort. Victoire de Peyo Bilbao. Voilà. Ça a permis de suivre un peu le Tour de France pendant que Théophile est en train de bosser. Moi, j'ai fini. Ah, il a fini. Mais je suis content, ça a de la gueule. Ah, il y a le groupe Alaphilippe qui arrive, là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un idéal commun contre le pouvoir ? Est-ce que c'est pas ça qui fédère les gens ? J'ajoute à ça une deuxième question. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'utopie pour dynamiser le tiers-lieu ? Je pense qu'il faut des idéaux parce que sinon, on ne trouve pas l'énergie de faire. Peut-être que les idéaux, c'est la question du sens qui est derrière. Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui nous donne envie de donner du temps comme ça à un site qui n'est même pas le nôtre ? On n'est pas propriétaire, on n'a pas de part sociale, on n'a pas... Ce qu'on y met, c'est du temps et de l'énergie, on y laisse de nous. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être l'utopie de fond, ou la vision, je ne sais plus quels étaient les mots-clés. Je pense que c'est ça, c'est juste que les gens croient en ce qui se passe sur le site. Les gens croient dans le fait qu'il y a des choses chouettes qui sortent. Bon, j'avoue que je comprends un peu mieux ce qui se passe à la Californie, mais maintenant, le mouvement tiers-lieu, ça s'est quand même un peu institutionnalisé.
Du coup, on va peut-être arrêter de rêver et commencer à créer de la valeur, non ? Est-ce qu'on crée de la valeur à la Californie ? Énormément. Il y a énormément d'argent qui est généré avec la recyclerie, les ventes de vêtements. Donc il y a énormément de visiteurs qui achètent. Donc oui, ça génère beaucoup de liquidités qui permet justement de créer des tas d'investissements parce que y a ce fonds financier. Après, l'autre valeur, c'est la renaturation du site. Donc c'était un site industriel qui avait été un petit peu malmené par le passé, de par les activités qui étaient liées, mais le sol est en cours de recréation, il y a de la végétation qui repart, il y a tout plein de choses comme ça. Après, la valeur en termes de services, on crée de la valeur dans le sens qu'on crée des activités aujourd'hui non rentables. Et puis la valeur, évidemment, c'est peut-être, moi je trouve la valeur la plus chouette aussi, c'est la valeur humaine, dans le sens où ça crée tous ces croisements de population, ça crée tous ces moments de fierté individuelle, parce qu'on sort de là en disant « Ah, j'ai réussi à faire ça ». Ça crée de la valeur sociale aussi. La diversité d'activités culturelles qui sont présentes permettent aussi une création de richesse sous cet angle-là. Percevait avec Théophile la notion de contre-pouvoir avec la question de l'utopie. On l'a lié un petit peu, l'utopie et le contre-pouvoir. Et justement, dans les tiers-lieux, on a besoin d'utopie, d'après ce que dit Camille Massé, besoin d'idéaux communs. C'est ces idéaux qui vont donner l'énergie, le pouvoir de faire ensemble. Oui, t'as raison. Et en même temps, du coup, finalement, le contre-pouvoir, c'est juste le pouvoir et l'énergie de faire autrement avec les gens, quoi. C'est juste ça, finalement, non ? Et du coup, est-ce que c'est du contre-pouvoir ? Ouais, je sais pas. Ouais, il n'y a pas vraiment de réponse. Juliette Six, bonjour. Vous êtes coprésidente de la Californie, designer indépendante qui représente Bonjour Cascade. Quand on parle de contre-pouvoir, on a besoin de penser, de conceptualiser un petit peu une utopie. Est-ce qu'elle existe, l'utopie californienne ? Alors, l'utopie californienne, elle est là dès le premier jour, dès lors qu'on ouvre un hangar agricole qui est plutôt pour les 3,5 tonnes que pour les humains. Ça participe déjà d'une utopie collective et une utopie concrète. Après, contre-pouvoir, je serais plus mesurée, puisqu'on ne s'inscrit pas dans une logique de contre-pouvoir, puisque notre premier geste, c'est d'aller voir le pouvoir public, la puissance publique, pour faire avec, parce qu'on entend aussi vraiment acculturer et faire ensemble. C'est-à-dire que quand on va voir la communauté de communes, au démarrage, dans tous les papiers, est inscrit un projet de recyclerie, absolument pas un projet... on ne parle pas encore du tout, et même aujourd'hui, ça reste encore, ça dépend des jours, de tiers-lieux. En tout cas, d'un lieu évolutif, c'est sûr, d'un lieu laboratoire, d'un lieu test, d'un lieu brouillon. Est-ce qu'on peut le dire, c'est un espace des possibles ? On a un cadre qui... Alors, j'aime bien l'expression qu'on avait travaillée au démarrage avec le philosophe Pierre Dardot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé sur la question des communs et qui nous parle de ce cadre qui, justement, s'assouplit, en fait, non pas pour ne plus exister, mais pour avoir une gestion des communs qui rend possible l'action en l'analysant juste après l'avoir fait. Est-ce qu'ici, quand même, on peut formuler, finalement, la lutte de demain ? Vous l'aurez peut-être remarqué, on est avec des personnes d'ADN ou de type de porteurs de projets assez hétérogènes. Et donc ça, je dirais qu'il faut plutôt travailler à la construction d'un possible ensemble que d'une lutte ou d'un impossible collectif. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment important, parce que sinon on ne fait pas. Et même sur des termes où nous, on pensait qu'il n'y avait aucune équivoque, où en tout cas c'était limpide, comme les sujets de transition ou de vraiment écologie et impact social et environnemental, pour certains des membres qui vraiment étaient focus, par exemple, sur les colis, ça coulait pas de source. Donc on a appris à nous-mêmes déconstruire nos idées reçues. Donc c'est pas la lutte qu'on produit, c'est vraiment de l'imaginaire commun. Ça fait un bout de temps que t'es parti, Bruno ? Oui. Qu'est-ce que tu gâches à ton dos ? Non, mais c'est rien, non. Non, mais montre-moi. Non, mais vas-y, montre-moi. Non, t'as acheté des CD, cool, très bien. Ok. Non, mais il y en avait des pas mal. Ah oui, d'accord, mais plus ça va, plus c'est pire quand même. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Roméo et Juliette. Oui. Attends, je regarde s'il y a le CD quand même. Oui, ils ont regardé s'il y a le CD. Les 10 commandements. Oui, mais c'est pas pour moi. Oui, bien sûr. Les
to be free. Oui. Incroyable. Non mais oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non mais en plus t'as pas à regarder. Les Elsa. Ah non. Mais toi t'aurais pris quoi de toute façon? J'aurais T'aurais pris ça se trouve. J'aurais pris un truc américain moi. Yannick Noah. Oui, bah ça j'aime bien Yannick Noah. Ah tu vois? Ouais. Il y a plein de titres. Qu'est-ce qu'il y a comme titre derrière? Comme titre, il y a Simon Papatara. Bien sûr, bien sûr. La voix des sages. Oui, j'entends la voix des sages. Voilà, je chante. Ça, ouais, je chante avec eux. Tout à fait. Ah non, mais beau choix. Enfin. Oui, bah c'est bon. En même temps, je savais que tu avais un peu ces goulets. Ouais, non, mais non, mais c'est pas. Mais je te dis, c'est pour offrir. Mais pour offrir à qui? Mais c'est pas la. C'est bon. Offrir à qui? C'est bon, stop. C'est bon, j'y vais. C'est bon. Tiers-lieu. Une quête de sens pour de vrai. On va commencer à se préparer, c'est-à-dire que les techniciens sont en train de préparer le matériel à leur emplacement et on va donc commencer par les déplacements. Alors, vous allez commencer à vous placer en coulisses pour vous préparer en rentrée en salle. La Fraternelle, centre culturel, siège au sein de la Maison du Peuple à Saint-Claude, tiers-lieu chargé d'une histoire militante documentée par des archives nombreuses. Hier, une coopérative ouvrière, une utopie socialiste. Bruno et Théophile voient ici un espace politique, un espace de lutte, une ZAD, zone à défendre. On va pas revendiquer une espèce de neutralité. C'est bien sûr qu'on n'est pas neutre, mais je pense pas qu'on soit neutre de toute façon, quoi qu'on fasse, mais en particulier quand on travaille dans un centre culturel et en particulier quand on travaille pour une association comme la Fraternelle, qui a un projet d'émancipation et de transformation. Voilà, le bus de Jaurès est protégé aussi. Jaurès. Voilà, et puis donc ils avaient créé cette bibliothèque aussi. Donc là, le fond de la bibliothèque, ce sont essentiellement des romans. Oh, wow. Voilà quoi, c'est l'utopie socialiste du 19e siècle, quoi. Voilà. Puis c'est donc un lieu très relié à l'éducation populaire. Ils en avaient lu combien? Comment? Ils en avaient lu combien? Là? Je sais pas. Christophe Genot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la Fraternelle, quasiment 150 ans d'histoire. La Fraternelle, donc, c'est un passé de lutte sociale et de résistance. En quelques mots, Christophe Genot, c'est quoi l'histoire, le récit? En 1881 se crée donc la coopérative La Fraternelle, qui est donc à l'origine une coopérative d'alimentation. Et de fait, le projet d'émancipation, de transformation sociale, il y a ce bâtiment avec son théâtre, qui est aussi la salle de cinéma, le café, le restaurant, se mettent en place des ateliers de production aussi. Enfin voilà quoi, il y a toute une activité, alors pour le coup vraiment d'utilité publique. Ensuite, il y a la période Pétain. La Fraternelle est un lieu de résistance. Voilà, ça repart dans les années 50 et grosso modo, la coopérative périclite pour deux raisons. Très très schématiquement, la création de la sécurité sociale, dont tout leur système d'assurance sociale mutuelle au fur et à mesure devient obsolète, et c'est leur trésorerie. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la création de la grande distribution des supermarchés. Donc à la fin des années 60 et années 70, la coopérative, la Fraternelle, n'a plus les moyens d'entretenir le bâtiment. Ça devient une friche. Et en 1984, il crée une association, il donne le bâtiment à l'association. Et là, progressivement, il y a toute une bande de jeunes des environs, et pas que des environs, qui rentrent au conseil d'administration et qui transforment l'association en centre culturel. La Fraternelle, c'est aussi l'histoire d'un socialisme franc-comtois aussi. C'est lié au socialisme. On retrouve toutes sortes de tendances du socialisme au sens du 19e siècle. Et puis, avec vraisemblablement aussi une présence anarcho-syndicaliste, mais dont on ne trouve aucune trace dans les archives. Et ensuite, après, clairement, c'est FIO, Section française de l'Internationale ouvrière.
Et oui, anarcho-syndicaliste, enfin, je le savais, quoi. Au cœur de leur idéologie, justement, au cœur de l'idéologie socialiste, vous l'avez un peu abordé, c'est l'éducation populaire. Ce qui est sur le fronton du théâtre, quand on rentre dans le théâtre, c'est très proche de la devise l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà, il y a un projet de transformation sociale et d'émancipation. Bonjour monsieur, c'est votre boutique? Et je fais un reportage sur la Fraternelle, vous connaissez? Je connais pas le fonctionnement, je suis pas branché, c'est pas... Non, il n'y a pas de problème. Merci bien. C'est pas ma corporation. Okay. Ah, vous voulez dire c'est politiquement vous... Non, pas du tout. Ça. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Non, parce que bon, les gens, je sais qu'il y a un passé un peu politique, mais que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Oh ben la politique, vous savez, vous voyez que la droite a refusé le musée Besson avec le machin, c'est pas une réussite, hein. Moi, je suis pas de gauche, mais j'aurais voté à gauche, là. Je sais pas, j'ai peut-être même un bouquin. Ah, vous avez un bouquin sur la Fraternelle? Je sais pas. Attendez. On peut voir? Alors, comment faire, notamment aujourd'hui, pour lutter contre les inégalités, contre l'injustice, contre la caste sociale, contre la précarité, contre l'autoritarisme, les inégalités? Quelles sont les armes que vous avez, vous, à la Fraternelle, pour ça? La plupart des ateliers qu'on propose reposent sur une pratique collective, l'apprentissage par le groupe. On met en place des débats, des conférences sur des thèmes sociaux, environnementaux, sur le droit des femmes, qui sont des thèmes de lutte sociale et d'émancipation. Donc on essaye, dans la mesure de nos moyens, en tout cas de permettre aussi des lieux de débat, des lieux de rencontre, des lieux de découverte, de projets artistiques, de faire rencontrer des personnes. Après, c'est quand même le pot de terre contre un pot de fer, quoi. Ça, c'est une question sur laquelle on travaille très régulièrement, à savoir même peut-être parfois de se considérer comme un peu les idiots utiles du système, quoi. En fait, vous organisez une Z avec l'argent des Français, quoi. Vous êtes une Z, d'ailleurs. Est-ce que vous cautionnez les violences, en fait? Alors, est-ce qu'on a une zone à défendre? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une plaisanterie entre nous de temps en temps. On est une zone qui défend la liberté d'expression. Concrètement, il y a un truc qui s'appelle l'industrie culturelle. Et en fait, dans les grands médias, il y a quand même une uniformité et une diffusion qui finalement est assez limitée. Donc, de fait, nous sommes sur une posture, on va essayer de mettre en avant, de promouvoir, d'accompagner des expressions artistiques qui ne sont pas dans le mainstream. Non, parce que j'allais demander si c'était, mais vous y avez répondu, si c'est un espace politique, la Fraternelle, la réponse est oui. Oui, ça concerne la vie de la cité. Donc, de fait, c'est politique. En tout cas, pour les gens qui travaillent ici et qui sont bénévoles, de fait, le fait que notre action soit politique, c'est-à-dire qu'elle concerne la vie de la cité, est une évidence, quasiment. Ouais. Avec Théophile, nous allons au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour interviewer Frédéric Poncet. Merci. Frédéric Poncet, bonjour, c'est ça que je voulais dire. Et quel bord, du coup, Frédéric Poncet? Je ne sais pas, mais en fait, justement, je cherche... En fait. Non, mais j'ai cherché ça, j'ai pas trouvé. J'ai vu qu'il était dans l'opposition à Saint-Claude, mais l'opposition de droite ou de gauche, je sais même pas. En fait, je sais pas du tout. Ah, on sait pas du tout, oui. Ben, l'opposition de droite à Saint-Claude, ça fait... Jusqu'à Saint-Claude, maire est déjà de droite. Bon, parfait. Allez, c'est parti. C'est très bien. Frédéric Poncet, nous voici. Frédéric Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, délégué en charge de l'orientation et de Pôle emploi. Donc il y a un lourd passé politique, un passé fort politique à la Fraternelle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est plus la coopérative que c'était avant? C'est une association. Est-ce que vous pensez que c'est un espace politique, voire un espace de lutte, la Fraternelle? Est-ce que c'est toujours un espace politique? Je ne sais pas.
Un espace de lutte, je dirais oui, dans le sens où, encore une fois, la fraternelle a toujours porté un regard très réaliste par rapport à son temps. Saint-Claude, le territoire jurassien, est un territoire qui a eu ses heures de gloire. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et ce lien fort avec la population, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien la fraternelle l'a gardé. Et c'est un espace où... autour d'un ciné, d'un théâtre, d'un spectacle ou d'un verre, eh bien, on réinvente encore un petit peu le monde à son échelle. Est-ce que vous pensez que la fraternelle est un lieu de contre-pouvoir ? Je ne sais pas si c'est un lieu de contre-pouvoir, mais en tous les cas, c'est assurément un lieu d'inspiration. Moi, il y a un truc que je comprends pas quand même, parce que Christophe Jonot nous disait que la fraternelle pouvait même être assimilée à une ZAD, une sorte de zone à défendre. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le conseil régional soutiendrait des projets alternatifs qui peuvent être, et c'est le cas de la fraternelle apparemment, à contre-courant de l'orientation des pouvoirs publics et notamment du conseil régional. Tout simplement parce que c'est justement parce qu'ils ne pensent pas comme nous qu'il faut apporter un regard attentif et critique. Parce que, encore une fois, quand on porte des politiques publiques à l'échelle d'une région, on ne peut pas se couper du territoire et de l'inspiration qu'il peut nous donner à construire ces politiques publiques. On est dans un monde qui bouge, qui se transforme, et c'est extrêmement important, encore une fois, de pouvoir adapter nos politiques à cette évolution-là. Et je le redis, cette inspiration, on va le trouver au plus près des territoires, dans une structure comme la fraternelle, par exemple. Comment vous voyez aussi ce mouvement, ce phénomène d'institutionnalisation des tiers-lieux ? Ce qui est important, institutionnaliser, oui, mais surtout, effectivement, ne pas contraindre à un modèle qui, je crois, pour le coup, nuirait au développement de ces espaces. Voilà, on vient d'interroger Frédéric Poncet. Moi, de ce que je comprends de ce qu'il dit, en fait, les tiers-lieux, ce serait un peu des laboratoires qui révéleraient un petit peu des phénomènes de société, des sortes de dynamiques citoyennes. Et finalement, en étant à l'écoute de ce qui se passe dans ces tiers-lieux, ça permet au pouvoir public d'adapter un petit peu leur politique, de mettre en place des actions qui seraient en prise avec ce qui se joue dans les territoires. Oui, je comprends le discours et son analyse est intéressante. J'ai cependant un peu du mal à voir ce qu'il veut dire par adapter nos politiques publiques. Qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils apprennent encore aujourd'hui des tiers-lieux et qu'ils auraient envie de traduire en actions concrètes pour les citoyens ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas exactement. Non, je sais pas. Enfin, mais pour toi, ça serait quoi les bonnes choses à faire, les bonnes choses à mettre en place ? Pour commencer, déjà, virer toutes les trottinettes électriques. Et puis, je sais pas, moi, remettre au goût du jour les soirées disco. Heureusement que t'es pas un élu du peuple, c'est très bien. On comprend pourquoi. On a mis les choses complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on pense effectivement que d'abord il y a un gouvernement et ensuite il y a des citoyens qui finalement sont en lien, réagissent, sont dans la réaction par rapport à ce gouvernement. Mais en fait, initialement et dans les faits, dans les tiers-lieux ou dans finalement toutes les initiatives d'autogouvernement, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le système représentatif, il est au service de la participation et de l'expérience de chacun. Contre-pouvoir, tiers-lieux, Bruno et Théophile ne semblent toujours pas s'accorder sur le rôle sociétal supposé des tiers-lieux. Certains se voient comme des ZAD, quand d'autres réfutent le caractère politique de leurs activités. Entre deux, l'utopie. Pour y voir plus clair, nos deux grands reporters décident de faire appel au pragmatisme. Joël Zasque, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur au département de philosophie à l'université Aix-Marseille, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste du pragmatisme et de philosophie sociale. Alors moi je suis vraiment très content de vous interviewer aujourd'hui. On va enfin sortir de l'utopie des tiers-lieux. On va enfin parler de quelque chose de sérieux parce que moi je suis comme vous, je suis pragmatique. Il faut arrêter de rêver, il y a des réalités. C'est ça le pragmatisme, on est d'accord ?
Pas vraiment, non, parce que ça veut justement pas dire ça, pragmatique. Ça veut dire trouver, finalement, dans le langage courant, trouver les moyens expédients pour atteindre des fins qui, quant à elles, sont pas mis en cause. Or, le pragmatisme, je crois que c'est vraiment une philosophie qui interroge les finalités qu'on poursuit. Du coup, je comprends pas. Moi, je pensais que le pragmatisme, ça rimait avec croissance, équilibre budgétaire, austérité, autorité. Enfin, je comprends plus rien, du coup, moi. Mais en fait, c'est vraiment pas ça du tout. Je crois que le pragmatisme, c'est une philosophie de la démocratie. Et la démocratie est un régime dans lequel il y a une place pour tout le monde, en fait. Et aussi pour des cultures différentes, des croyances différentes, des convictions différentes, et pas seulement des convictions capitalistes et des convictions libérales au sens classique du terme, ou devenues classiques. Donc voilà. Non, effectivement, je crois que le pragmatisme nous reconduit dans une autre utopie, c'est-à-dire une utopie concrète, une utopie au sens de ce qui est devant nous, ce qui est accessible. J'ai lu que le pragmatisme, c'était la philosophie de l'expérience. Justement, de notre voyage, on retient que le tiers-lieu est un espace d'expérimentation, un laboratoire d'innovation sociale. Est-ce que faire tiers-lieu, c'est pas au final hyper pragmatique? C'est peut-être l'institution de base de la démocratie dite participative. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une association libre et volontaire, sinon ce qu'on appelle un tiers-lieu? Et quand il n'y a plus d'association libre et volontaire, il n'y a plus de démocratie, en fait. Au lieu d'être l'exception, le tiers-lieu, c'est presque la norme en démocratie. La démocratie, ça sert à faire que les individus ils puissent prendre des initiatives et se gouverner sans un maître. Ça, c'est une expression de Thomas Jefferson. C'est-à-dire de prendre des initiatives et de les suivre jusque dans leurs conséquences lointaines, qu'ils en profitent ou même qu'ils en prennent des responsabilités par rapport à des résultats qui ne seraient pas ceux escomptés. Alors, on va vous faire écouter un court extrait de notre interview de Camille Massé de la Californie à Toucy, dans l'Yonne. En fait, une des valeurs du site, c'est de permettre aux gens de mieux subvenir à leurs besoins ou de répondre à leurs besoins ou d'être en mesure de faire par soi-même. Donc, par exemple, les ateliers d'autoréparation, on est là-dedans. C'est d'aider les gens à faire par eux-mêmes. Enfin, c'est comment est-ce que on permet aux gens de retrouver des compétences, des savoirs, ou leur proposer d'en acquérir d'autres, s'ils le souhaitent, s'ils en ont envie, s'ils ont trouvé. Enfin, c'est de peut-être leur faire ouvrir aussi la possibilité de faire tout ça. En ce sens-là, c'est peut-être un contre-pouvoir, en ce sens où on n'est pas dans un truc de descendant qui va dire « Venez, on va vous montrer et on va vous apprendre ce qu'il faut faire pour... que vous soyez plus épanoui, pour sauver la planète ou machin. C'est pas l'idée, c'est de dire on est un lieu où il y a des gens qui savent des trucs. D'ailleurs, peut-être aussi vous savez des trucs. Donc si jamais venez raconter des trucs à d'autres gens qui savent des trucs. Parce que finalement, tout ça, ça va faire qu'on s'apprend beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre? Oui, enfin je pense que c'est exactement ça, c'est très bien expliqué. On définissait, je pense à Lincoln en particulier, la démocratie comme... le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est ça un tiers-lieu, en fait. C'est-à-dire un endroit, un espace où les gens pratiquent un autogouvernement. C'est-à-dire au lieu d'être toujours dans des relations descendantes ou dans des relations d'obéissance ou de docilité par rapport à des normes qui tombent un peu d'en haut ou qui n'ont pas du tout été débattues par les gens en question, et justement de prendre des décisions. Je pense que les compétences des gens viennent avec l'exercice de ces compétences, avec l'exercice de leurs facultés. Et en quoi ça gêne qu'il y ait des gens, justement, qui réfléchissent ensemble, qui construisent, de fait, des dynamiques démocratiques hors des institutions? Comment ça se fait, comme le dit Camille Massé, que les tiers-lieux soient perçus comme des espaces de contre-pouvoir? Bon, on peut les percevoir comme ça parce que c'est vraiment aussi le rôle qu'ils jouent. Moi, je pense qu'ils jouent aussi un rôle d'alternative, en fait. Ce qui existe n'est pas la seule solution possible, il y en a d'autres. Et ça, en soi, déjà, c'est quand même très nourrissant et ça peut galvaniser des gens, ça peut leur parler. Enfin, disons, l'autogouvernement, la pratique généralisée de l'autogouvernement a souvent, beaucoup, toujours, presque toujours été considérée comme un danger à cause de préjugés totalement infondés. Et notamment à cause du préjugé qui voudrait que les masses soient versatiles, ignorantes, pécuniaires, aveugles au bien commun, que les gens ne savent même pas ce qui est bon pour eux, en fait. Donc c'est vraiment le mépris du peuple qui est à l'origine, historiquement,
à l'origine de la création d'intermédiaires finalement entre la masse des citoyens et le gouvernement. Mais je comprends pas, moi, parce que c'est pas du tout l'image que j'avais de mouvement de contre-pouvoir. Pour moi, le contre-pouvoir, c'est les Black Blocs, c'est les ZAD. C'est certainement pas, en tout cas, des espaces où on répare des ordinateurs, des vélos, où on fait des jeux de société, où il manque la moitié des pièces, quoi. Du coup, c'est quoi les tiers-lieux ? C'est des ZAD politiquement corrects ? Je pense que c'est politiquement correct du point de vue, encore une fois, d'un idéal démocratique, dans les gestes du quotidien, dans le fait de créer un jardin partagé, de récupérer, de redistribuer, de réparer, de répartir, de hacker aussi, finalement, un certain nombre de dispositifs actuels pour les détourner de leur finalité de domination. Tout ça, c'est vraiment très très puissant aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est des manières pacifiques, des manières très responsables, finalement, de mener une lutte politique. Il me semble que c'est l'avenir, personnellement. Et alors, où est-ce que ça mène de faire contre-pouvoir de cette manière ? Est-ce que ça suffit ? Et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie ? Est-ce que ça influe sur la démocratie légale, sur les institutions ? Oui, parce que là, on voit bien comment, localement, en tout cas au niveau des départements ou des communes, les pouvoirs publics ont emboîté le pas finalement au tiers-lieu. Parce que les pouvoirs publics, de toute façon, emboîtent le pas à des initiatives très très créatrices qui proviennent de la masse qui les méprise. Voilà, c'est toujours comme ça que ça s'est passé historiquement. Donc, c'est pas à nos représentants d'avoir des idées, c'est à nous-mêmes de les avoir, et nos représentants, ils doivent les représenter. C'est un peu dans ce sens-là que les choses devraient fonctionner. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, je trouve, dans les tiers-lieux, comme contre-pouvoir et comme initiative finalement locale, sont pas des modèles à dupliquer ici et là, que c'est plutôt des sources d'inspiration, ce qu'on pourrait appeler dans les sciences sociales de la préfiguration. Et donc en fait, à partir du moment où se crée quelque chose ici et maintenant qui fonctionne, on peut s'en inspirer pour l'adapter à un autre endroit. Et c'est comme ça que ça se développe en fait. C'est vraiment aussi des manières qu'ont ces expériences de se démocratiser, au sens où elles se répandent, où elles deviennent un peu une propriété commune, et elles peuvent être tentées par une immense diversité de personnes. Du passé, faisons table rase, foule esclave debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Ah mais c'est pas mal cette chanson, c'est quoi ? C'est encore Grégory Le Marchal ? Tiers-lieu, une quête de sens pour de vrai. Une série de podcasts soutenus par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires et la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole. Une production du réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté. Coproduction Magnavox et Radio Dijon Campus. Réalisation Nicolas Debève et Aurélien Moulinet. Montage Aurélien Moulinet. Composition, habillage et mixage Elliot McLucky. Accompagnement artistique Lolita Huguenin. Voix générique Camille Foll.